Pour la République en marche, Xavier Paluskiewicz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, merci pour cette présence et en commission et pour l'exposé, le brillant exposé que vous venez de nous présenter en tant que commissaire aux finances, mais également en tant que commissaire aux affaires européennes de cette Assemblée. J'ai pu me réjouir, comme mes collègues, de suivre régulièrement l'avancée des travaux depuis le début de cette législature. Je crois, et je suis même certain, que vous avez contribué à la stabilité financière en Europe, rien que ça, notamment par la mise en œuvre, évidemment, du nouveau pacte de stabilité et de croissance, et que vous avez œuvré en faveur d'une fiscalité plus efficace qui répond aux enjeux contemporains de l'Union européenne, même si nous savons qu'il reste bien des choses à faire. Monsieur le Commissaire, merci. Vous évoquiez précédemment, je ne vais pas tout reprendre dans votre exposé, les risques. Et souvent, vous avez évoqué les risques à travers les prévisions économiques d'automne, le risque d'un Brexit que vous appelez Brexit désordonné, mais aussi les fragilités du secteur manufacturier qui pourraient être synonymes de contagion dans le secteur du service. Et il est bon le rappeler. Mais je tenais à vous exprimer toute ma satisfaction de vous entendre dire qu'il nous faille absolument déplacer le curseur structurelle vers la dette. Vous avez entièrement raison de marteler l'idée que la dette, c'est de la dépense publique la plus inutile des dépenses publiques. Aussi, aimerais-je présentement poser une autre question, et ceci avec ma casquette de co-rapporteur de la Commission des Affaires européennes, travaillant sur cette mission intitulée « Espace fiscal européen ». Alors que je me rendrai en Pologne demain, accompagné de ma collègue Frédéric Dumas, pour échanger avec nos partenaires à ce sujet, et que les travaux relativement critiques du Conseil d'analyse économique sur l'imposition des entreprises viennent d'être publiés, pourriez-vous nous renseigner sur la position de la Commission en la matière, nous dire quels sont les dossiers importants, primordiaux et prioritaires surtout, transmis à l'équipe qui vous succède? C'est que le CE, dans sa note de novembre 2018, estime que les insuffisances de notre système fiscal induisent pour la France une perte de recettes à hauteur de 5 milliards d'euros. Cependant, nous le savons bien, les Français ont le désir éminemment légitime de veiller au respect de l'égalité devant l'impôt. Autre question, et la dernière, quelles mesures concrètes actuellement en cours seront alors transmises à la future commission von der Leyen? Comment l'Union, échelon particulièrement adapté pour rétablir cette égalité devant l'impôt, pourrait-elle agir dans ce sens pour les années à venir? Je pense notamment, et vous l'évoquiez tout à l'heure, à la taxation des grandes entreprises du numérique, qui constitue pour chacun, je le crois, un sujet essentiel à l'action publique, même si nous savons que l'OCDE semble avoir pris la main sur ces sujets et que les 27 sont assurément à la manœuvre depuis le départ. En guise de conclusion, Monsieur le Commissaire, vous évoquiez au tout début de votre exposé votre départ prochain, Conclure, là, Monsieur Paluskiewicz. votre départ imminent. À mon sens, Monsieur le Commissaire, ce n'est qu'un au revoir. J'en suis convaincu. Alors, je vous remercie. Monsieur Paluskiewicz m'a interrogé sur toute une série de sujets. Après que le rapporteur général m'ait interrogé sur l'investissement, et je pense que c'est dans le sillage du plan Juncker qu'il faut aller, je vais y revenir, sur la fiscalité des entreprises. Sur la fiscalité des entreprises, monsieur le député, sur laquelle vous travaillez, je sais que vous y consacrez énormément, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas à discuter aujourd'hui, j'ai été ministre des Finances, j'en parlais à l'époque, sur les impôts de production en France. Ce n'est même pas vos sujets. Mais comme commissaire européen, je veux peut-être formuler un certain nombre de priorités pour la suite. Je pense notamment à l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. Voilà une chose que nous n'avons pas réussi à imposer aux États membres. Voilà un sujet absolument majeur pour réformer l'imposition des sociétés au XXIe siècle, qui est sur la table depuis près de 10 ans. Il y a eu un premier projet qui a été retiré, puis un deuxième qui est sur la table, qui me paraît beaucoup plus intelligent, et qui notamment s'accompagne d'incitations à l'investissement qui ressemble beaucoup à un crédit d'impôt recherche à l'échelle européenne. Ce projet est décisif, et je souhaite que ça devienne une priorité pour l'Union européenne, mais pour ça, il faut aussi un soutien puissant des États et des parlements. Et puis la deuxième chose, c'est une fiscalité plus moderne du numérique qui soit incluse dans une approche systémique de la fiscalité des entreprises. Notre fiscalité des entreprises aujourd'hui, elle est totalement inadaptée. Pour le coup, elle est d'un autre siècle.
elle date des années 30. C'est très simple. C'est une fiscalité qui repose sur l'établissement physique. Moi, j'ai été député à Sochaux pendant assez longtemps, enfin, j'ai été élu plusieurs fois, et élu là-bas, président d'agglomération. Vous avez une usine, vous avez un certain nombre de voitures qu'on fabrique, aujourd'hui heureusement beaucoup plus que dans le passé. Vous avez un certain nombre de travailleurs, un peu moins malheureusement aussi. Vous avez un chiffre d'affaires ou un profit, boum, on s'est taxé. Pour les entreprises numériques, on ne sait pas. On ne sait pas où est l'activité, on ne sait pas où sont les salariés, on ne sait pas où est l'établissement. D'où la nécessité d'avoir une fiscalité qui capture le numérique. Et c'est la raison pour laquelle les travaux menés à l'OCDE, comme ceux que nous menons au sein de l'Union européenne, sont absolument décisifs. Et si on arrivait, vous voyez mon souhait, à combiner l'assiette commune consolidée d'impôt des sociétés, qui évite les transferts de profits, et une fiscalité adaptée qui capture le numérique et qui frappe les multinationales, là c'est bingo. On a vraiment, je crois, la fiscalité du XXIe siècle pour laquelle je me suis battu pendant ces années et que je continue d'appeler de mes vœux. Vous m'avez aussi demandé quelles mesures pouvaient à l'avenir renforcer l'égalité devant l'impôt, ce qui est un autre sujet. Je crois qu'il ne faut pas abandonner le combat contre la fraude et l'évasion fiscale. Vraiment, je le redis pour une troisième fois parce que ça me préoccupe. Il ne faut pas de retour en arrière, il ne faut pas de ralentissement en la matière. Il faut s'assurer de la bonne mise en œuvre des mesures qui ont été prises, qui ont renforcé la transparence. Il faut mettre à jour et renforcer les critères de la liste noire des paradis fiscaux. Et j'en profite ici pour répondre à une question qui m'a été posée par la représentante de la France insoumise. Est-ce que je suis fier de la liste noire des paradis fiscaux? Mais oui, et 1000 fois oui, car c'est la première fois qu'il y a une liste noire de paradis fiscaux en Europe. Ça n'existait pas. Et je peux vous dire que c'est un système qui est formidablement efficace. Une liste noire, ça ne se juge pas au nombre de pays qui sont sur la liste. Une liste noire, ça se juge, Madame la députée, au nombre de pays qui en sortent. C'est-à-dire à des pays qui sont capables de modifier des règles qui sont dommageables pour justement ne pas être stigmatisés ou listés. Et je peux vous dire une chose d'expérience, c'est que, à la Commission européenne, sont venus me visiter toute une série de premiers ministres, de ministres des Finances, de pays qui ne savaient probablement même pas où était le Berlaymont. Et ils venaient pourquoi? Pour éviter d'être listés. Je ne vais pas vous donner des best-of, j'écrirai tout ça un jour. Mais quand je pense à Jersey et Guernsey, j'ai vu 4 ou 5 fois les premiers ministres de ces pays, petits pays. Quand je pense à la Suisse, avec laquelle nous avons eu un dialogue amical mais assez ferme. Quand je pense à nos amis marocains, à nos amis tunisiens, je me dis que s'il n'y avait pas eu de liste noire et de pression des pairs, à ce moment-là, on aurait eu bien pire. Et donc, je pense qu'il faut se réjouir chaque fois qu'un pays sort de la liste noire, parce qu'il aura été obligé de se conformer aux règles internationales de l'OCDE et de l'Union européenne. Et puisque vous évoquez Panama, Madame la députée, je dis aujourd'hui c'est mon dernier acte devant vous, devant une représentation nationale, ma dernière rendez-vous a été hier à l'OCDE avec le ministre des Finances de Panama, à qui j'ai passé le message très clair que faute de régler un certain nombre de situations qui étaient dommageables et qui sont d'ailleurs soulignées par l'OCDE, à ce moment-là, le risque d'un listing existait. Le ministre m'a assuré qu'il allait faire les choses vite. Ce sera mon successeur de s'en assurer, mais croyez-moi, encore une fois, quand je vais à l'OCDE, à la Commission européenne, ce sont les ministres qui viennent nous voir pour éviter la liste noire. Donc je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir de mauvaise lecture. Enfin, je reviens à M. Palusiewicz, il faut faire passer les dernières réformes bloquées. Je vais en citer une. J'ai fait voter, parmi les directives, ce qu'on appelle le reporting pays par pays. Vous voyez, c'est du franglais. Il existe déjà entre administrations fiscales. J'ai souhaité, et c'est sur la table, qu'il soit public, c'est-à-dire que ce soit transparent. Quand j'étais ministre des Finances, j'ai fait voter aussi une loi bancaire par cette Assemblée, qui fait en sorte que les résultats des banques soient publics. Est-ce que nos banques françaises se portent mal du fait que leurs résultats soient publics? Elles se portent beaucoup mieux que les autres banques de l'Union européenne. Conclusion, pas d'opposition entre transparence et investissement. Et je souhaite que le CBCR, pardonnez-moi ce langage, devienne public. Je ne veux pas être trop long, mais j'essaie de contribuer ainsi à votre réflexion. Enfin, M. Palusiewicz m'a remercié, je le remercie aussi, en lui disant que je ne sais pas ce que je ferai demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne guérit jamais totalement du goût pour l'action publique et l'action politique. Ça va être difficile de guérir.